dans ce numéro de version croisée. Nous allons exploiter au mieux, explorer deux thématiques. D'abord, la marche de l'opposition qui va se tenir en fin de cette semaine, mais aussi l'audit du fichier électoral. Avec moi dans ce studio, deux protagonistes. À ma droite, je présente rapidement Rodrigue Ramazani, qui est porte-parole du parti Envol de Delis Esanga. Bonjour et bienvenue à vous, Rodrigue. Merci Gaëtan pour l'invitation et de l'honneur que vous ne cessez de faire à mon parti. Et je salue les Congolais de partout ils vont nous suivre parce que votre chaîne est une chaîne à vocation internationale. Je salue les co-débatteurs du jour dont je réserve la première à vous comme présentateur de l'émission de l'annoncer au public. Justement, votre co-débatteur c'est Francis Okito. Il est membre de l'Union des communicateurs de la République, entre guillemets, de l'Union sacrée. Bonjour et bienvenue à vous également. Bonjour Gaëtan et merci de l'invitation. Merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation dans Version Croisée. Nous décryptons tous les sujets justement qui ont fait la une durant la semaine. Je commence avec vous, Rodrigue Ramazani. On va parler de la marche qui va se tenir ce week-end, le 20 mai précisément. Je voudrais avoir votre commentaire au sujet de la réaction même de Vital Kamerhe qui s'est plaint du fait que l'opposition n'a pas marché justement en compassion à nos compatriotes qui ont perdu la vie justement à Calais. Vous marchez pour des choses qui d'après lui ne sont pas prioritaires. Je ne sais pas où est-ce que le président Kamerhe place la priorité de la situation sociale à l'insécurité ainsi que d'un processus électoral crédible. Si pour lui cela n'est pas une priorité, nous pouvons comprendre qu'une telle déclaration puisse sortir après cette messe ratée de l'Union sacrée au stade des martyrs. Cela est tout à fait contradictoire qu'une telle déclaration sort d'abord du président Vital Kamerhe qui est membre de l'Union sacrée, qui ont tenu leur activité au stade des martyrs sans pourtant avoir la compassion à la population de l'Est. Ils sont allés faire une fête et contrairement à nous qui seront dans les rues de Kinshasa pour revendiquer ensemble avec la population leurs droits, notamment à l'amélioration de leurs conditions sociales, le droit à la sécurité, parce que l'insécurité aujourd'hui n'est pas qu'à l'Est, bien qu'à l'Est du pays, c'est un cas un peu plus particulier. L'insécurité des Congolais, c'est sur l'ensemble du territoire national. Le processus électoral chaotique, je crois que ça fera sujet du débat de tout à l'heure. Donc la position du président Kamerhe est une position en contradiction avec les attentes de la population. Cela est compréhensible parce qu'ils ont un gouvernement aujourd'hui qui n'arrive pas à répondre aux vrais desiderata de notre peuple. Raison pour laquelle vous allez observer que de temps en temps, ceux qui nous gouvernent ne sont pas au même ordre de sainteté avec la population. La population réclame meilleures conditions de vie sociale. Pour Vital Kamerhe, il estime que ce n'est pas une priorité parce que lui, certainement, chez lui, dans sa maison, dans sa résidence, avec ses proches, il se la coule douce. Ils vivent mieux. Alors que le peuple congolais crève dans la famine. Il y a une malnutrition criante au Kasaï central. Les prix de maïs dont il a fait une mission, dont lui-même et toute une équipe gouvernementale sont allés chercher des solutions pour acheter des farines de maïs ailleurs. Et ils sont revenus avec un rapport comme quoi c'est Moïse Katumbi qui était en train de bloquer. Je peux comprendre cette difficulté de saisir la souffrance de notre peuple. Mais ce 20 mai, c'est samedi 20 mai, ça sera l'opportunité pour les Congolais de sortir dans les rues pour dire aux gouvernants que 4 ans après la gouvernance, la situation sociale des Congolais s'est détériorée, s'est dégradée. Rodrigue Ramazani, votre marche devrait avoir normalement lieu la semaine passée. Vous l'avez reporté à ce samedi 20 mai. Les médias avaient pris d'assaut ce report en disant que l'opposition hésite ou est dans l'atermoiement. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que cette marche aura effectivement lieu cette fois-ci ? Oui, la marche reportée, c'était pour permettre finalement au gouverneur de la ville qui avait exprimé son incapacité de sécuriser les Congolais qui devraient sortir le 13 mai. Il a exprimé son incapacité de les sécuriser. Rien de plus normal de constater que dans la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila n'est pas en mesure de sécuriser les Congolais. Bon, est-ce qu'il fallait exposer les Congolais face à un gouvernement qui est incapable de sécuriser ses propres citoyens? On a estimé qu'il fallait prendre une décision de responsabilité. Jean-Tini Ngobila, la ville a demandé 4 jours
pour retirer les machettes qu'eux-mêmes ont distribuées au BADE dont ils connaissent, parce qu'il dit qu'il le connaît, il va le récupérer en 4 jours. On a dit qu'on ajoutait une semaine, 7 jours, pour question de responsabilité, parce que pour nous, nous sortons pour faire une marche pacifique, nous ne sortons pas pour faire la casse, nous ne sortons pas pour faire une opposition barbare comme on l'a connue. Vous savez, il existait l'immunité industrielle. C'est à cause d'une opposition assez irresponsable. Nous nous retrouvons aujourd'hui, l'immunité industrielle est remplie des églises et non des entreprises et les jeunes Congolais sont au chômage. Nous sortons dans la rue pour revendiquer le droit du peuple congolais, le droit à une meilleure vie sociale, le droit à la sécurité, le droit à un processus électoral crédible. C'est ça notre démarche. On a donné 7 jours et je crois que l'information a été déjà donnée au gouverneur de la ville de Kinshasa, saisi conformément à la Constitution par les différents secrétaires généraux de nos partis politiques respectifs, Envol, LGD, Ensemble pour la République et ECID. On a saisi l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est au courant que la marche aura bel et bien lieu ce samedi. Il n'y aura pas de report parce qu'aucun report ne sera consacré pour ce faire. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani. Francis Okito, depuis que l'opposition a annoncé sa marche, on a comme l'impression que la peur est maintenant dans le camp du pouvoir. Si ce n'est pas Gentini Ngobila qui annonce pour des raisons sécuritaires ou qui propose des reports à l'opposition, ce soit Vital Kamerhe. Et maintenant, c'est la jeunesse de l'UDPS qui veut aussi marcher les mêmes jours. Est-ce qu'on va laisser l'opposition marcher calmement? Merci Gaëtan de la question, mais je voudrais, d'entrée de jeu, réagir un peu par rapport à l'intervention de mon co-débatteur, que je connais, mais que j'estime s'être perdu dans ses propos. Déjà, il s'attaque à tout le monde, Kamerhe, Ngobila, insécurité, incapacité. Vous savez, la constitution de notre pays a institué le régime d'information pour ce qui concerne une marche. Ce régime d'information ne voudrait pas dire qu'on peut le faire vaille que vaille. Ça veut dire qu'une marche doit être encadrée. Pourquoi on informe à l'autorité provinciale? Parce que c'est l'autorité qui connaît la disponibilité de la ville. Il peut se faire que les jours que vous informez, ces jours-là, il y a également une autre marche. Il peut se faire que les jours que vous informez, l'autorité ne soit pas en mesure de réunir. Parce que déployer la police, ce n'est pas gratuit, il faut de moyens. Il faut des moyens pour pouvoir assurer la sécurité de ces Congolais qui vont marcher ce jour-là. Mais c'est seulement cette autorité qui doit disponibiliser de ce moyen. Voilà pourquoi le gouverneur avait convoqué les responsables de ces partis politiques pour qu'ils puissent échanger. Et ils ont échangé sur la question et ils se sont mis d'accord sur les reports de cette marche. Donc pour nous, nous estimons que marcher sans droit et aucunement dans un régime qui y institue le droit comme étant le pilier principal de la gouvernance, on puisse se refuser de voir une opposition marcher. Et pourquoi il y a comme de l'agitation du côté de Gentini Ngobila particulièrement? Non, mais attendez, c'est quelle agitation? On marche pourquoi? Parce que là, on me donne des raisons, des éléments. On dit réclamer le processus électoral crédible. Je peux vous donner des arguments, des éléments. Il y a notamment la marche contre la vie chère. Il y a aussi contre l'insécurité dans plusieurs coins du pays. Et le dernier aspect, c'est dénoncer la planification de la fraude électorale. Très bien. Je commence par la vie chère. Oui. Qu'est-ce qu'ils appellent la vie chère? Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de vous démontrer en quoi la vie est chère. Parce qu'ils ne peuvent pas vous dire que le Congolais qui touchait 90 000 francs hier, aujourd'hui touche 500 000, et vous parlez de la vie chère. Mais attends, après cette marche, c'est quoi la suite? Parce que la question ici était posée sur la rareté de denrées alimentaires, notamment le maïs. Et le gouvernement s'est déplacé pour pouvoir trouver des solutions. Une solution qu'on attend toujours. Les problèmes arrivent dans une gouvernance et les solutions doivent être apportées. Les solutions ne sont pas apportées d'un coup de bâton magique. Il y a toujours une planification pour y arriver. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Ils parlent des processus électoraux. C'est quoi encore les réclamations qu'ils font par rapport au processus électoral? Parce que j'aurais voulu qu'ils vous disent c'est quoi exactement les griefs qu'ils portent sur la Commission électorale nationale indépendante par rapport au processus électoral. Les éléments que moi j'ai ouï dire il y a de temps, c'est notamment la composition de la Commission électorale nationale indépendante, dont lors de sa composition, eux, ils faisaient partie de l'Union sacrée. Ça, c'est de un. De deux, ils ont parlé de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, vous voudriez qu'il est avocat,
qu'aujourd'hui, on puisse la reconfigurer. Par quel mécanisme? En violant la Constitution, qu'il me donne le mécanisme juridique qui permette à ce que l'on puisse reconfigurer la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle est composée, permettez-moi la tautologie, des composantes. Il y a des gens qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature, du Parlement et de la présidence. Et toutes ces personnes font partie de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Ils vont le refaire par quel mécanisme juridique qui ne violerait pas la Constitution? La composition de la CENI, c'est la même chose. Le vrai problème dans ces points sur le processus électoral crédible dont il fait allusion, c'est que l'opposition, notamment le Lamoka et les autres, ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent parler des compromis. J'ai discuté avec un il y a quelques jours, il parle qu'il aurait dû avoir un compromis. C'est quel compromis? Parce que nous connaissons le compromis chez nous, c'est se mettre ensemble pour diriger le pouvoir. Non. Nous disons, on doit aller aux élections et tout a été fait dans les normes requises. On va aller point terminons d'abord l'aspect de la vie chère, de la cherté de la vie. Et ce n'est plus un secret pour quelqu'un ici à Kinshasa, la dépréciation du franc congolais, l'inflation, etc. Vous donnez l'impression que vous n'avez pas remarqué cela. La dépréciation, ce terme n'est pas aujourd'hui. Je me rappelle, à un certain moment, le dollar s'est changé à 1000 francs, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il est à 22. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui. Mais le plus grand problème, le plus grand souci pour nous, c'est de pouvoir réguler cela. Et il faut un travail. C'est ce qui est en train d'être fait. Nous sommes à plus d'une année où le dollar est resté à 2000. À l'époque, c'était chaque 2 mois que ça augmentait. Vous le savez. Donc, c'est un travail qui est en train d'être fait. Voilà pourquoi j'ai répondu en disant ceci. Concernant la vie chère, c'est le salaire des fonctionnaires de l'État. Est-ce que ce salaire est revu à la hausse? Nous disons oui. Il ne va pas me contredire. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, les gens étaient payés à 90 000 francs. Aujourd'hui, aucun Congolais ne touche 200 000 francs. C'est au-delà de 200 000. Ça veut dire que sur le plan de rémunération, le gouvernement a amélioré ostensiblement la situation salariale des fonctionnaires. Maintenant, le deuxième problème, c'est la hausse de denrées alimentaires. C'est dû à des difficultés d'approvisionnement que nous avons connues. Bien évidemment, ça arrive, ce n'est pas seulement chez nous, ça arrive en Europe où il vient, ça arrive également. Mais la nécessité ici, c'est pouvoir trouver des solutions, et voilà pourquoi le gouvernement s'est déplacé pour pouvoir trouver des solutions, et c'est en train d'être réglé cette situation, et dans quelques jours, dans les jours qui viennent, le Congolais va retrouver son sourire, bien évidemment, avec un projet beaucoup plus précis, c'est celui de pouvoir cultiver chez nous et trouver des solutions de production locale. Rodrigue Ramazani, le pouvoir a comme une sorte de tendance à vouloir minimiser les raisons pour lesquelles vous marchez, notamment la cherté de la vie nationale, la cherté de la vie actuellement à Kinshasa. Comment vous trouvez-vous cela? J'ai écouté mon co-débatteur Francis parler notamment de la marche. Il dit que l'on informe pour que la ville disponibilise le moyen. Ce qui est étonnant, c'est les problèmes de moyens ne se posent avec exagération que lorsqu'il s'agit de l'opposition. Je tiens à rappeler que dans cette ville, l'on a vu il n'y a pas longtemps au stade de Martyrs, par le chiffre avancé par le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, 8000 éléments de police déployés. Je parie, selon ses calculs, il disait même qu'en raison d'un policier par personne. N'est-ce pas? Pour ça, il n'y a aucun problème, il y a le moyen de contribuables congolais qui peuvent être décaissés pour satisfaire aux appétits politiciens de l'Union sacrée. Ça ne posera jamais un problème. Mais quand c'est l'opposition, il faut commencer à chercher des moyens. Je tiens à vous rappeler, cher Francis, que les Congolais qui sont d'obédience de l'opposition sont aussi contributeurs au trésor public de l'État. Ils payent leurs impôts, ils payent leurs taxes pour permettre à cette ville de mettre le moyen à chaque fois qu'ils se rendent dans la rue. Et le droit à l'expression populaire, vous n'avez pas le droit, vous, de la majorité, de prétendre le retirer aux opposants sous prétexte qu'il y a un problème de moyens. C'est un faux fouillon, c'est une fausseté. Le 20, les Congolais seront dans la rue et les pouvoirs n'ont qu'un seul devoir, c'est d'encadrer. 2, il dit encore, c'est quoi la vie chère? C'est tout à fait normal que lui se pose cette question, c'est quoi la vie chère? Certainement. Parce qu'il est au pouvoir? Certainement parce que lui, sa situation sociale est reluisante.
Mais la situation des Congolais moyens que moi je fréquente chaque jour savent c'est quoi la vie chère. Je vais te dire de cas pratiques. Aujourd'hui, un sac de maïs qui était, par exemple, à Kananga, à 25 000 francs quand j'étais encore au mois de janvier, aujourd'hui, ça se vend à plus de 100 000 francs congolais. Ça, c'est la vie chère. Je vais encore loin à Kinshasa. Moi, je suis de Bandal. Oui. Moi, je fréquente le marché de Molar, je fréquente le marché de Balouba, je fréquente le marché Sinkin. Le prix des denrées alimentaires de première nécessité s'est augmenté à plus de 20%. On va encore loin. À Bayaka, tu n'avances pas. Lorsque vous arrivez à Bayaka, parce que moi je suis de la Funa, lorsque vous arrivez à Bayaka, c'est encore catastrophique. Ça, c'est la vraie situation que les Congolais vivent. Peut-être que vous ne fréquentez pas le marché Gambela. Moi, je fréquente ces marchés. Je vous dis que le vivre frais, vous n'arrivez pas à l'acheter avec le salaire dont vous targuez ici. Vous dites que le fonctionnaire touche 200 000 francs congolais. Mais vous oubliez que les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat parce que la vie est devenue chère. Raison pour laquelle mon ami Francis ne sait même pas comprendre que la vie est chère. Les Congolais le vivent chaque jour. Le 200 000 francs congolais dont vous vantez ici ne permet pas aux Congolais de tenir les 2 bouts du mois parce que c'est moins de 100 $. C'est moins de 100 $. Alors que pour acheter un sac de maïs à Lubumbashi, c'est 130 000 francs congolais, soit plus de 50 $. Ces parents qui touchent 200 000 francs congolais, selon vous, et vous en dites avec autant de fierté, il est en mesure d'acheter qu'un sac de farine de maïs et le reste, il va se débrouiller pour payer son loyer, pour payer l'éducation de ses enfants. Ça, vous n'arriverez jamais à le voir parce que vous êtes certainement du pouvoir. Il ajoute encore pour dire que l'opposition n'est pas prête pour les élections, ce qui est une fausseté. Mon ami est en déphasage. On va parler des élections, justement. Je vais chuter. On aura tout un temps pour ça. Je dois répliquer directement. Ouais, rapidement. Il est en déphasage avec l'actualité. Je tiens à le rappeler parce qu'il parle opposition. Je prêcherai pour ma chapelle. L'envol. On est prêt pour les élections. Nous venons de faire une tournée au mois de janvier dans les 5 provinces pour rencontrer les Congolais et leur présenter notre projet politique, notre offre politique que vous n'avez pas. C'est la refondation du Congo. On a présenté ça aux Congolais. Nous continuons parce que c'était la première phase. Il y a une deuxième phase qui arrive et l'envol présentera les candidats présidents de la République et les candidats à tous les niveaux. 500 candidats députés nationaux et 600 candidats députés provinciaux. Moi, je vous dis et je vous rassure que nous, l'envol, on est prêt pour les élections. Nous sommes de l'opposition. Maintenant, je tiens encore à rappeler. Justement. Je tiens à rappeler parce qu'il parle de dépréciation. On va prendre sa réaction. Je vais chuter là. Il parle de dépréciation. Il veut minimiser. Comme un fait qui n'est pas nouveau. Voilà. Il dit que ce n'est pas un mot nouveau. Mais c'est une gestion un peu atypique depuis Félix Tshisekedi. Là. Je vous rappelle qu'en 2019, quand il prend le pouvoir, le taux de dollar était à 19. En 2020, le taux est arrivé à 20. En 2021, le taux est arrivé à 21. En 2022, le taux à 22 et après à 23. Donc, quand on arrive à 2023, nous sommes à 23, nous traversons vers 2024, nous serons dans un taux de 24. Le problème aujourd'hui, il faut le centrer et dire que ce que nous vivons aujourd'hui au Congo, la dépréciation de monnaie, la situation chaotique de la vie sociale, c'est la cause de la mégestion. Vous gérez mal le moyen de l'État, vous les mettez mal dans le mauvais endroit. Conséquence, vous n'arrivez pas à gérer les pays. Si on a accordé un autre mandat, Tshisekedi, jusqu'en 2028, on aura un taux qui va avoisiner le 28. Vous savez, il y a un sérieux problème dans le chef de mon ami. Il oublie que je vis également à Bandal, moi. Je suis à Bandal comme lui. Et depuis des années, lui vient d'arriver à Bandal. Moi, je suis à Bandal depuis 2000. Il était, je crois, à Gombe, je ne sais pas. Moi, j'étais à Bandal, je suis à Bandal depuis 2001. Il était à Bandal. La ville n'est pas chère à Bandal. Mais il dit quand même qu'il est venu avant moi à Bandal. Vous savez, j'ai suivi religieusement son intervention. Oui. Nulle part, il est arrivé à démontrer en quoi la vie est chère. Non. Il vous parle de denrées alimentaires, il vous parle de flambée de prix. Je vous ai dit que c'est des phénomènes qui n'existent pas aujourd'hui. Le gouvernement, dans 4 ans... Des phénomènes que vous constatez sans régler. S'il vous plaît, dans 4 ans... Et cela ne signifie pas que la vie est chère. Moi, je n'interromps pas en tout cas. Dans 4 ans, ne peut pas le Grand Congo produire au niveau de nourrir ces Grands Congos. 4 ans, c'est impossible. Parce qu'ici, il faut parler de production. Même à l'époque de Kabila, à l'époque de Mouzé, nous achetions, nous exportons. Et le gouvernement congolais n'a pas refusé qu'on exporte. Il aurait dû me dire, par exemple, aujourd'hui qu'il y a monté en termes de douane et que les gens ne veulent plus importer.
Là, ça se comprendrait que le gouvernement congolais n'a pas pu laisser la possibilité aux importateurs de pouvoir le faire. Non, il ne le dit pas. Le gouvernement n'a jamais refusé à ce que l'on importe. Ça aurait dû être le problème. Le plus grand problème ici, on a constaté la rupture de d'où nous importons. Et les gens sont partis pour essayer de négocier, de trouver des solutions idoines quant à cela. Ils ne vous démontrent pas en quoi l'augmentation de salaire est mauvaise. À l'époque, moi je n'ai pas dit 200 000, c'est dit au-delà de 200 000. C'est-à-dire qu'il y a une montée exponentielle en termes de salaire. Ce qui n'existait pas dans ce Congo depuis qu'il est Congo. Mais aujourd'hui, on peut les constater. Est-ce que cela ne peut être pas félicité par l'opposition? Non, c'est de mauvaise foi. Troisième élément, c'est quoi la mission de l'opposition? Parce qu'on parle de la marche. La mission de l'opposition, ce n'est pas de marcher en réalité. Éduquer, faire des propositions. Quelle est cette proposition? Lui parle de leur offre politique. Ils ont une offre. Non, ils font l'offre pour gérer demain. Oui. Aujourd'hui, en tant qu'opposition, c'est quoi l'offre qui peuvent... Mais quand l'opposition propose, ce n'est pas pour que le pouvoir puisse le prendre. L'opposition est appelée également à faire des propositions. Parce que les propositions qu'ils font, c'est pour l'intérêt, pas du pouvoir en réalité, mais c'est pour l'intérêt du Congolais. N'est-ce pas? Le Congolais qui sont appelés à gérer demain si jamais ils accèdent au pouvoir. Ce qui n'est pas le cas avec eux. Appeler les gens à marcher, c'est pour quelle fin? Vous avez autant de personnes qui sont mortes à Calais. Vous avez des Congolais qui meurent chaque jour, que vous n'avez jamais condamné. Les gens qu'ils citent, les Katumbi, les autres, ils n'ont jamais condamné l'attaque rwandaise. Ils ne l'ont jamais fait. Mais aujourd'hui, vous voulez marcher. Beaucoup de l'opposition ont condamné justement la question rwandaise. C'est comme qui? Je cite Katumbi. Oui. Il est de leur obédience. Mais certains ont quand même condamné. Certains, bien évidemment, oui. Je ne refuse pas. On est honnête. Mais vous ne condamnez pas quelqu'un qui vous attaque. Kagame, pour le citer, c'est difficile. Vous ne pouvez pas le faire, mais vous soutenez l'armée. Pas une marche. Quelle sera la suite? Quelle sera la conséquence de cette marche? Francis Okito, vous ne reconnaissez pas en l'opposition le droit de marcher, c'est ça? J'ai dit ceci. L'opposition, dans notre pays, le pouvoir n'a pas le pouvoir d'interdire une quelconque marche. La loi, les articles 20 et suivants de la Constitution instituent ce droit. Justement. N'est-ce pas? Mais cela doit être encadré. Et voilà pourquoi le gouverneur les avait invités pour pouvoir encadrer cela. Il a parlé de 8000 personnes, 8000 policiers qui politique seraient... de deux poids, deux mesures. Quand c'est le pouvoir, vous avez déployé beaucoup de monde. Quand c'est eux, il n'y en a pas. Mais c'est quand l'Union sacrée a demandé cette marche, c'est plus de 2 mois avant. Cette sortie officielle, c'est plus de 2 mois avant. Et le gouvernement provincial s'est préparé quant à cela. Officiellement, je ne saurais pas appeler cela, moi, en tant que journaliste. Aujourd'hui, eux, ils ont demandé, vu la situation que nous vivons, l'insécurité qui règne à la porte de la ville, le gouverneur a estimé qu'il était important qu'ils puissent discuter. Ils ont discuté et la solution a été trouvée. On ne peut pas l'interdire de marcher. Mais nous disons, nous, politiques, on marche pourquoi? On doit avoir des raisons fondamentales pour marcher. Et cette marche doit être assise sur des éléments qui peuvent apporter... Alors, je ne sais pas comment vous le redire encore, ces raisons de l'opposition, la vie chère, la sécurité, la planification de la fraude électorale. Je vous ai dit ceci. Oui. Pour marcher, pour soutenir l'armée, oui. Parce que j'ai appris ça, il faut d'abord commencer par condamner celui qui attaque notre pays. Ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est une marche de façade, c'est un moyen de façade. Oui. Ça c'est pour l'insécurité. Deuxième élément, pour la Commission électorale nationale indépendante, un processus électoral crédible. Ils ont peur d'aller aux élections, en réalité, parce que la machine est en marche. Il n'y a rien à reviser. J'ai posé la question à Maître Ramazani, qui est un avocat chevronné que je connaisse. Est-ce que, par quel mécanisme aujourd'hui, on doit refondre la CENI ou on doit reconstituer la Cour constitutionnelle, si ça ne serait pas violer la Constitution? Qu'ils nous disent, qu'ils lisent la Constitution, qu'ils nous disent quelle disposition de la loi prévoit cela. Parler de la vie chère, nous avons dit ceci. Quant à la vie chère, le salaire du Congolais revient à la hausse. La situation sociale du Congolais, les enfants vont à l'école aujourd'hui, c'est-à-dire que les parents qui payaient le minéral pour un enfant aujourd'hui peuvent épargner pour la survie de ses enfants parce qu'ils ne savent plus payer. Les enfants vont à l'école gratuitement aujourd'hui. Aujourd'hui, les hôpitaux sont construits, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas fait avant. Aujourd'hui, les universités sont construites. Ah bon? Bien évidemment, réflexionnées, construites, bien évidemment. En Bouchema, on a construit une université. On attend encore. Il y a beaucoup d'endroits.
Oui. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'une vie chère parce que beaucoup de questions sociales sont en train d'être réglées. La seule question épineuse aujourd'hui, c'est celle de l'importation de maïs et une solution est en train d'être trouvée, pas seulement sur l'importation, mais nous sommes en train de proposer une solution qui va au-delà de l'importation parce qu'on a estimé qu'il faille produire localement. Et les moyens sont disponibilisés par le gouvernement pour pouvoir produire localement. Donc, si vous partez de toutes ces répliques au regard des moyens qu'ils évoquent pour marcher, vous allez comprendre que c'est une marche creuse qui n'a aucune raison d'être. Mais au nom de la liberté d'expression, nous disons, ils peuvent marcher, mais c'est une marche creuse et le Congolais ne va pas le suivre. Justement, Rodrigue Ramazani, vous avez le temps de réagir justement, mais répondez d'abord à cette question. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à avoir une communication commune du présidium de l'opposition condamnant l'agression rwandaise de la RDC, du Rwanda contre la RDC, voilà. Et il suffit de ne pas aller loin, parce que le problème aussi, c'est lorsque vous voulez cacher à une catégorie de personnes une information, il faut le mettre dans les écrits. Il suffit de lire la toute première déclaration de l'opposition à Lubumbashi. C'était clair qu'il y a une condamnation de l'agression que la République démocratique du Congo vivait à l'est du pays. Je ne sais pas de quoi on veut parler en fait. Parce qu'il y en a dans l'opposition qui n'ont jusque-là pas encore condamné. J'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question. Maintenant, si vous voulez que je puisse répondre de manière en partie concernant une personne bien déterminée, il faudrait attendre que le représentant du président Moïse Katumbi, parce que c'est de lui qu'il s'agit, vienne dire à quel moment son parti a déclaré ou pas. Mais si vous demandez l'envol, moi je vous réponds directement. L'envol le 2 juin a marché et le 2 juin 2022, l'envol était dans les rues pour soutenir le FARDC et les présidents nationaux du parti en vol. Le candidat président de la République, Délice Sanga, a condamné clair et nettement au rond-point Super Lemba l'agression rwandaise et a condamné les comportements du partenaire fiable de Félix Tshisekedi, Paul Kagame. Je crois que sur cet aspect, je peux quand même prêcher pour ma chapelle. Donc pour l'autre aspect, s'il s'agit de 4 leaders de l'opposition, je vous renvoie à la déclaration de Lubumbashi. Mais après, si on n'a pas lu la déclaration, ce n'est pas le problème de Rodrigue Ramazani. Mais laissez-moi revenir et rebondir sur certaines choses que mon co-débatteur a dites ici. Il parle de la crise des maïs, il dit qu'ils ont constaté. Non, vous ne l'avez pas constaté. Je vous rappelle, sous Ilunkamba, ministre Akasia Mbadoubola, il a fait un voyage en Zambie il y a 2 ans passés pour pallier cette crise des maïs au Katanga. Ce n'est pas un fait nouveau. Le problème avec votre gouvernance, vous gérez les quotidiens. Vous gérez lundi, vous gérez mardi. C'est un peu comme ce que disent les Quinois, toujours vivre le jour les jours. C'est ça votre gouvernement, sans une projection. Un peu comme une sorte de COP. Vous attendez, oui, vivre sous forme de COP, à chercher agenda par là et par-ci. Vous attendez des ans après pour dire que vous constatez aujourd'hui qu'il y a une crise de maïs. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, cher Okito. Si vous avez vraiment l'aiguille qui suit la politique publique du pays, vous allez constater que cette crise date depuis Ilunkamba et jusque-là, vous avez passé votre temps à donner 27 millions, je vous rappelle, à donner 27 millions de dollars aux députés pour qu'ils s'achètent des jeeps, sans compter toutes les corruptions que vous avez données pour acheter une majorité. Et au-delà de ça, vous avez encore vous avez dépensé 400 millions de dollars, réduction de compte 2022, 400 millions de dollars que vous avez consommés à la présidence de la République. Vous pouvez bien faire œuvre utile, l'investir dans l'infrastructure, mais aussi dans les secteurs agricoles, afin de diversifier l'économie. Je rappelle encore que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils constatent la crise, je rappelle qu'ils ont consommé des milliards de dollars sans collectif budgétaire. Donc nous ne savons pas où est passé ces des milliards de dollars de budget excédentaire. Donc c'est quand même des gens qui gèrent le pays de manière atypique, d'une manière made in 10e year limitée et, je dirais certains, sous les bois. Mais écoutez, il dit que l'opposition ne propose pas. C'est une fausseté, cher ami. Une fois de plus, vous êtes en déphasage total. On a posé cette question à Olivier Kamitato, il n'était pas en mesure. Mais je parle de l'envol. Vouliez-vous dire que c'est ça n'est pas de l'opposition? Vouliez-vous dire que l'envol n'est pas partie de l'opposition? Je dis non, nous sommes de l'opposition. Lorsque nous parlons dans cette ville, dans ce pays, de la réduction du train de vie de l'État, parce que l'État consomme 80% du budget national et que l'on laissait pour les politiques publiques que 20%, cela ne permettrait pas à l'État de diversifier l'économie, de créer de l'emploi et d'investir dans les investitures. Vous savez comment on nous a traités? Et lorsqu'on demandait même la réduction de salaire dans les institutions, vous savez comment on nous a traités? Des opportunistes. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez avoir de meilleures idées. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un de la majorité en face de moi qui ose dire devant l'envol,
S'il vous plaît, vous n'êtes pas devant Ensemble pour la République, vous êtes en face de l'envol. Dire que l'envol, opposition, ne propose pas. Nous avons fait des tas de propositions, tant du point de vue sécuritaire que du point de vue économique, que malheureusement, votre pouvoir n'a jamais voulu suivre. Et la vérité vous rattrape très souvent et vous constatez que vous êtes en face d'une réalité. Vous dites que l'opposition ne propose pas. Nous, on propose, contrairement à ce que vous dites. Vous aurez le temps de réagir. Aujourd'hui, on vole au pouvoir. Vous réduiriez sensiblement le train de vie des institutions. Ça sera votre priorité. C'est ça notre offre politique. C'est ça notre offre politique. Et d'ailleurs, ça vient dans le deuxième pilier lorsque nous parlons de l'emploi de jeunes. Dans l'emploi de jeunes, la possibilité de pouvoir donner aux jeunes Congolais de l'emploi, c'est de réduire sensiblement le train de vie de l'État. Pourquoi ? Parce que nous avons une économie assise essentiellement dans le secteur extractif. Et aujourd'hui, même nos amis qui crient croissance, croissance, nous n'avons pas une croissance inclusive. La croissance que nous vivons, c'est une croissance qui sort d'un seul secteur. Alors, pour donner de l'emploi aux jeunes, il faut diversifier notre économie. Et dans la diversification de cette économie, il faut appliquer la réduction du train de vie de l'État, afin de permettre aux 80% que l'État et les institutions, donc les institutions et les personnels de l'État captent, le prendre et les mettre dans le politique public, de réattribuer dans le politique public afin de créer les emplois pour les jeunes et de créer de la richesse et l'investir aussi dans les infrastructures. J'ai écouté des solutions magiques. D'ailleurs, j'ai écouté le président Kamere en parler à un moment donné et après, il ne nous a pas dit quelles étaient les études menées pour nous sortir des chiffres. Il nous a bombardé des chiffres. Quand le journaliste lui pose la question, de lui dire comment avez-vous fait pour nous sortir ces chiffres et quantifier le besoin de la population. Le président Kamere s'est fourvoyé, il a fini par s'énerver. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité est que nos amis disent qu'ils ont une solution. Ils vont sortir, je crois, 200 millions de dollars pour investir dans l'agriculture, enfin de s'aimer le maïs. Le problème n'est pas... Une solution à long terme. Une solution à long terme. Mais le vrai problème du Congo, c'est les infrastructures. Saviez-vous que dans plusieurs coins de notre pays, nous avons de maïs qui n'arrive pas dans de grandes cités, dans de grandes villes? Parce qu'on n'a pas de route. Le vrai problème du Congo, il faut d'abord résoudre la question de route. Au lieu de consommer 400 millions de dollars, s'il vous plaît, à la présidence de la République seule, je parlerai de l'Assemblée du Parlement après, 400 millions de dollars qui aujourd'hui égale à 400 km de route asphaltée, investissez utile le moyen de l'État pour servir le peuple au lieu d'améliorer vos conditions personnelles. J'aurais même appris que certains de l'Union sacrée n'ont pas signé des pactes avec la pauvreté depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Alors qu'à cet instant, le peuple est dans la misère et vit dans la pauvreté. Raison pour laquelle, face à toute cette réalité, la vie est chère. Il n'arrive toujours pas à comprendre, mon co-débatteur, que le Congolais vit une situation intenable. La vie est chère parce que le pain, moi je te donne de cas pratiques, le pain qui se vendait à 200 francs aujourd'hui se vend à 300 francs congolais. Donc, une augmentation de 50%, cher ami. Et vous tapez les torses en disant que vous avez augmenté les salaires. Les salaires que vous avez augmentés, c'est à 45%. Je crois que vous êtes arrêté à 35% parce que les 10% n'est pas arrivé. C'est à 45% selon vous, mais c'est à 35% parce que jusqu'aujourd'hui, les fonctionnaires continuent à crever la dalle, continuent à réclamer. Le problème est que le taux d'augmentation de salaire et les taux d'augmentation de la vie dans la cité est très différent. Bon, merci. Vous n'arriverez jamais à voir que la vie est devenue chère parce que vous, personnellement, comme membre du pouvoir et tout votre entourage, vous avez une situation sociale un peu personnelle qui est reluisante. Francis Okito, on vous reproche la gestion du pays. Vous gérez le pays du jour au lendemain comme on fait le COP ici à Kinshasa, chaque matin à Zando par exemple. Des projections qui sont faites ne l'avait jamais été dans ce pays, qu'à notre époque. Je commence. Le Congo, le président Félix trouve le budget de l'État à 4 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. C'est critiqué, justement. Bien évidemment. Critiqué par les gens du pouvoir, notamment M. Tchiani, critiqué par l'opposition et par les instances internationales. C'est ça l'expression de la liberté. C'est ça. Tout le monde peut critiquer, il n'y a pas de problème. À l'époque, si vous critiquez, vous êtes arrêté, mais aujourd'hui, vous êtes libre. Il est libre de le faire. Mais au moins, le budget est à 16 milliards. Vous avez suivi la déclaration du FMI qui classe maintenant le Congo parmi les 10 pays riches en termes de PIB. En Afrique. Oui. Bien évidemment. Oui. Donc, si c'est critiqué, leurs partenaires internationaux n'allaient pas le faire. C'est que c'est une donne claire et vraie et nette. Deuxième élément, heureusement que Maître Ramazani dit toujours « j'aurais appris ». C'est important, j'aurais appris. Il n'a pas de précision sur ce qu'il dit.
Il dit, le ministre de l'époque avait effectué un déplacement en Zambie. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi on a relancé, nous avons relancé Kanyama Kasese. C'est après son départ de la Zambie. Mais je vous ai dit ici tantôt que dans 2-3 ans, il est impossible de pouvoir donner à ces grands Congo continents une production qu'il faille pour le nourrir. Voyez-vous, Kanyama Kasese est parti de là et le chef de l'État a mis tout le moyen nécessaire pour pouvoir relancer la production de Kanyama Kasese avec le général Kassongo. Mais il faut se retenir qu'il est impossible que dans 2 ans, que le Congo puisse être nourri par soi-même. C'est un processus, c'est un projet à long terme et qui continue de suivre son effet. Troisième élément, il parle de 27 milliards, des 400 millions qui seraient utilisés, heureusement qu'il dit, qui seraient utilisés par la présidente de la République. Mais attends. Non, j'affirme. S'il vous plaît. J'ai cité un rapport. S'il vous plaît, ces 400 millions ne sont pas utilisés parce qu'il y a des gens qu'on devait essentiellement payer, mais parce qu'il y a un travail qui doit être fait par la présidente de la République. Donc on ne pouvait pas affecter ces 400 millions directement pour le route alors que la prison devait fonctionner. Le salaire, aussi longtemps que les salaires d'autres fonctionnaires est revu à la hausse, également les salaires d'autres agents, des gens, s'il vous plaît, Justement, qui travaillent à la prison doivent être Je vous relance avec revus à la une hausse. question. Quand c'est l'opposition qui dénonce, qui décrit la dégradation de la vie sociale en RDC, vous dites qu'elle fait de la politique politicienne. Là, je vais vous lire maintenant ce qu'a dit aujourd'hui même votre ancien compagnon, le CLC, cette coordination laïque des catholiques, justement, qui dit aujourd'hui, le tableau de la situation de vie de notre peuple est sombre. Une insécurité généralisée qui campe aujourd'hui dans la capitale, même en Bakana, notamment à la suite de la montée et la manipulation des conflits entre communautés. Cette organisation parle également de la vie chère en RDC. Lui qui a été votre ancien compagnon, quand c'est lui qui l'a dit, vous le prendrez quand même au sérieux, j'espère bien. Non, mais attendez. Je commence par répondre par rapport à la situation d'insécurité. Ouais. C'est une question qui date et dont les solutions étaient en train d'être trouvées. Malheureusement, ça a ressurgi pour des raisons de terre. Et aujourd'hui, on peut se dire que la solution générale est en train d'être trouvée. Quant à la vie chère, j'ai tantôt expliqué ici que nous avons certes des questions qui fâchent au regard de telle ou telle autre donnée, notamment le cas de maïs, qui a du mal à être ravitaillé. Mais de manière générale, j'ai expliqué en disant que la situation sociale du Congolais est mieux qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans. Pourquoi? J'ai donné des exemples. Je vous ai parlé du salaire. Je vous ai parlé des parents, moi, dont mes enfants étudient dans les écoles publiques. Je pouvais payer hier $500. Aujourd'hui, je ne paye pas. C'est une situation sociale qui s'améliore dans ma famille. Aujourd'hui, les hôpitaux, les écoles sont construites. Même les routes dont il fait allusion, les routes sont en train d'être construites. Mais est-ce que, par quelle magie, eux, ils vont construire des routes dans 4 ans et puis construire dans tous ces pays? Il a parlé de la croissance exclusive. Non, la croissance exclusive n'existe pas dans tous les pays à travers le monde. Il y a des domaines, il y a des secteurs qui raflouent, qui complètent d'autres secteurs. Donc vous ne pouvez pas parler d'une croissance exclusive dans tous les domaines. C'est impossible. Merci. Alors, on va passer maintenant à notre deuxième point pour terminer. Francis Okito va parler du processus électoral à présent, avec notamment le point sur l'audit du fichier électoral. Je commence avec vous, Rodrigue Ramazani. Vous exigez, comme tous les autres membres de l'opposition, que cet audit soit fait par des instances internationales, neutres et réputées. Vous avez écho, votre position a trouvé écho au sein du CLC qui dit: la persistance par la CENID est restée totalement imperméable aux suggestions des parties prenantes au processus et de procéder par fait accompli avec un audit de sa propre composition ne pourra mener qu'à des élections chaotiques. Ça, vous êtes rejoint justement par le CLC. Ma question est celle de savoir, il me semble que la question même de l'audit du fichier électoral n'est pas suffisamment vulgarisée auprès des Congolais en tant que membre de l'opposition. Comment vous faites pour justement passer les messages à ces Congolais à ce sujet? Avant d'y arriver, permettez-moi de rebondir sur 2 sujets. J'aurais bien voulu parler un peu de beaucoup. Le premier, mon ami Okito dit que la croissance partout dans le monde ne sévit pas dans tous les secteurs. Oui, la croissance peut ne pas être vécue dans tous les secteurs, mais quel est le cas du Congo?
Le cas du Congo, vous avez, parce qu'il faut toujours revenir dans la réalité lorsque vous faites la politique. Quel est le cas de votre pays? Vous n'êtes pas la France, vous n'êtes pas les États-Unis. Le cas du Congo, nous avons une croissance exclusive que dans un seul secteur. Le vrai combat avec cette croissance qu'on a connue dans le secteur minier grâce d'ailleurs aux résultats de des indicateurs, l'aspect international, mais aussi les impôts sur le superprofit, devait permettre au gouvernement de travailler pour diversifier l'économie. C'est ça l'enjeu. Et le moyen de l'État, au lieu d'être orienté dans les politiques publiques, a été orienté dans autre chose. Et donc, l'argent de l'État a été mal utilisé, d'où nous tombons dans des dépassements budgétaires à outrance. Lorsque vous dites qu'il y a un travail qui devait se faire à la présidence et que la présidence seule devait consommer 400 millions de dollars, vous le justifiez. Je tiens à vous rappeler que la Banque centrale a été scandalisée au deuxième semestre de l'année de constater que toutes les institutions de la République étaient en dépassement. Ça, c'est une autre réalité. Mais pour parler... bon, le tout dernier, la crise de maïs. La crise de maïs, vous orientez très mal vos politiques, raison pour laquelle vous n'arrivez pas au bon résultat. La crise de maïs, lorsque vous le regardez en République démocratique du Congo, c'est situé dans le deux blocs du pays. Vous avez le Grand Katanga et vous avez le Kasaï. N'est-ce pas? Dans ces deux coins, ce n'est pas sur toute l'étendue du territoire national. Je vous ai dit ici, il y a de coins de notre pays où le maïs est produit, mais ne sait pas être acheminé pour arriver et nourrir les Katangais et les Kasaïens. C'est à ça qu'il faut imaginer et mettre de moyens conséquents, d'où j'ai insisté sur la construction des routes. Vous dites que vous avez construit des routes. Vous l'aviez construit à combien de kilomètres? Je sais que vous n'aurez pas de réponse à me donner parce que l'enjeu de la construction des routes... Si on peut passer à je vais vous attendre aux répliques voilà. Et puis je vais vous répondre parce que moi j'ai des chiffres exacts. De toutes les façons, on va revenir par exemple à la question de la CENI que si l'opposition vulgarise. Mais comment voulez-vous que nous puissions vulgariser l'audit du fichier électoral alors que la CENI joue aux aventures, joue à l'avenir de tout un peuple? L'audit du fichier électoral a pour raison, pour soubassement, de crédibiliser les processus électoraux auprès des parties prenantes. C'est pour la toute première fois que la CENI va auditer le fichier électoral sans mettre à la disposition des parties prenantes certain nombre d'éléments. Notamment le nombre de kits électoraux commandés et le nombre de kits électoraux utilisés. Notamment, je prends encore à la volée, le centre d'identification, la cartographie électorale publiée par la CENI. Combien de centres ont fonctionné, combien de centres n'ont pas fonctionné. Nous dire exactement combien de machines achetées qui ont été effectivement utilisées. Ce sera pour toute la première fois où la CENI évite des institutions crédibles des institutions crédibles qui veulent auditer le fichier électoral. Mais il y a un problème de timing, il me semble là. La démarche ici, le combat ici, c'est la crédibilité du processus. Nous ne voulons plus retomber dans ce qu'on appelle compromis à l'africaine. Nous ne voulons plus de ça. Les Congolais veulent choisir leurs dirigeants et ne veulent plus qu'on voit leur victoire. Et puis après, nous allons retomber dans des combats de vérité des urnes. Et je crois que cette posture est une posture de responsabilité. Une posture de responsabilité dans le moment où le pays a besoin de moyens, mais ces moyens, nous la louons pour nourrir notre démocratie. Si nous n'atteignons pas les objectifs pour lesquels nous allons aux élections et que nous sommes déjà dans des élections où il y a déjà des contestations avant même la sortie de la publication des résultats, c'est inquiétant, raison pour laquelle l'opposition a boycotté cette farce de la CENI. C'est une farce. Comment on est arrivé là? On a connu 3 cycles électoraux. En tout cas, les cycles électoraux made in Félix Tshisekedi nous étonnent. Nous le constatons que M. Kadima prépare tout, sauf les élections. Il prépare une fraude électorale massive pour Félix Tshisekedi, sachant qu'il n'a pas de bilan à défendre. Son bilan est chaotique, son bilan est mitigé. Conséquence, la solution, l'avenir de la République plonge vers... Francis Okito, on va peut-être terminer avec vous. Pourquoi la CENI n'arrive pas à accéder aux demandes, même les plus simples de l'opposition, notamment, que l'on puisse recourir à un audit international avec une institution crédible et bien réputée, notamment? Je vous ai dit tantôt, lorsque je prenais la parole, que les manœuvres de l'opposition, ce n'est pas vouloir aller aux élections.
Je suis content parce que... C'est le cas en 2018, on avait un audit international, c'était plus simple. Parler. Quand on lui parle, vous ne l'interrompez pas. Au début, les revendications étaient telles qu'on devait revoir la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, nous avons évolué. Parce que ce n'est plus question. Aujourd'hui, on parle du fichier de l'audit du fichier électoral. Et comme élément qu'il faille auditer, je ne sais pas, auditer, c'est comprendre, on a acheté combien de kits, combien de centres de notification, la cartographie, etc. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils avaient été invités lors de portes ouvertes organisées par la CENI. Qui les ont boycottés? Tout ça, c'est dans l'idée de boycotter les élections. Ils les ont boycotté les journées ouvertes au niveau de la CENI, portes ouvertes. Ça pourrait les aider à l'époque à pouvoir se rendre compte de la réalité de toutes ces questions qu'ils évoquent aujourd'hui. Voyez-vous? Pour ne pas retourner en arrière. Ils auraient pu, à l'époque, pouvoir vider toutes ces questions s'ils y étaient partis lors de l'invitation de la CENI pour les journées portes ouvertes. Donc c'est l'opposition qui boycotte justement les mécanismes mis en place par la CENI. Sont-ils partis lors des journées portes ouvertes qui avaient pour également mission de pouvoir comprendre l'organisation de l'enrôlement ainsi que toutes les opérations qui ont eu depuis Vous voudriez qu'ils répondent alors, parce qu'on termine déjà. Il peut répondre à ça rapidement. Je finis parce que j'avais la parole, c'était mon temps de parole. Oui. Ils ne sont pas partis. Aujourd'hui, ils évoquent le fichier électoral. Nous ne sommes pas en réalité la CENI. Nous sommes l'Union sacrée. La CENI, c'est une organisation indépendante. Donc, si la CENI estime qu'il a des éléments nécessaires et qu'elle est crédible au regard des éléments qu'elle présente à l'opinion nationale, nous, on va aux élections, on n'a pas de problème. Donc, on ne vient pas, moi je ne viens pas défendre la CENI parce que je ne suis pas membre de la CENI. Mais en ce que je sache, le souci du président de la République, les soucis de la commission électorale indépendante, c'est de pouvoir aller aux élections dans le délai constitutionnel. Et que toutes les manœuvres dilatoires sont à mettre à côté. Et ces manœuvres dilatoires sont l'œuvre aujourd'hui de l'opposition qui ne veut pas voir la CENI aller de l'avant. Répondez rapidement à cette question, alors on va terminer après ça. Le processus électoral n'appartient ni à Kadima ni à Félix Tshisekedi. Le processus électoral appartient aux parties prenantes, notamment l'opposition. Vous ne pouvez pas ouvrir une forme de kermesse ou de foire où on viendrait visiter je ne sais quoi, alors que nous parlons processus électoral. Il faut appeler les parties prenantes. C'est comme ça que ça se passe depuis. Ce n'est pas la première fois, cher Okito, qu'on organise les élections en République démocratique du Congo. Et lorsque l'opposition lève sa voix, c'est pour dire que ce que vous faites n'est pas conforme. On met à la disposition des parties prenantes qui sont l'opposition. On vous demande de venir. La manière pendant les journées portes ouvertes, vous refusez. Quelle journée porte ouverte? Venez, ce n'est pas une kermesse. Venez et après, venez et après cela, vous allez pouvoir donner vos revendications pour dire mais nous sommes venus, voici ce que nous avons fait. Merci infiniment. Merci beaucoup, Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti Envol. En face de vous, c'était Francis Sokito, membre de l'Union des communicateurs de la République, donc de l'Union sacrée. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Je vous remercie. Merci à vous également, madame, messieurs, d'avoir suivi ce numéro de Version Croisée.